Donc, je travaille à l'ISCPA, je m'occupe du développement de l'école. Donc, je vous ai tous quasiment eu en contact pour une demande d'information ou autre. Je sais que certaines sont candidates pour un prochain concours. Donc, merci d'avoir rejoint cette après-midi découverte. Donc, vous allez avoir un premier atelier, donc là, pour le journalisme avec Patrick Girard, qui est notre directeur pédagogique. Merci Patrick d'animer cet atelier pour le décryptage donc de l'actualité. Et puis à 4 heures, donc j'imagine que je l'espère du moins, les inscrits pour l'atelier communication se connecteront. Vous êtes invités à rester connectés si ça vous intéresse, puisque là, ce sera Frédéric Aubran, un intervenant donc, de l'ISCPA, qui fera un atelier sur l'analyse de la publicité. Donc, vous êtes bien évidemment conviés à rester sur Teams si vous souhaitez participer à cet atelier. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Pour ceux qui sont candidats, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez m'appeler. Pour les autres, idem. Pour tout ce qui est questions concours, épreuves ou dossiers de candidature. Je vais laisser la parole à Monsieur Patrick Girard, débuter son atelier. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, en tout cas. Dans la mesure du possible, j'essaierai de me reconnecter à 4 heures pour faire une petite transition avec la com et puis pour répondre à des questions si vous en avez. C'est Sabrina. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci. Bon après-midi. Merci. Alors peut-être que pour le confort de l'atelier, je ne sais pas, Patrick, est-ce que les participants doivent couper le micro? Vous pouvez effectivement couper vos micros pour pas qu'il y ait trop de bruit. Si vous souhaitez couper vos caméras, vous le faites comme vous le souhaitez. Puis dès que vous voulez reprendre la parole, vous remettez votre micro en place avec grand plaisir. Plus c'est interactif et mieux c'est. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Bien, bienvenue pour l'atelier décryptage de l'actualité. Bon après-midi. Donc, effectivement, pour le confort de chacun, vous pouvez couper vos micros si vous le souhaitez. Et puis, vous le remettez dès que vous voulez prendre la parole et vous m'interrompez quand vous souhaitez. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec Teams, vous avez une petite barre d'icônes qui doit apparaître sur votre écran quand vous bougez votre souris. Et vous avez notamment un petit icône qui est le 3e en partant de la droite, juste après le raccrocher. Donc, attention de ne pas appuyer sur le rouge, raccrocher. Vous avez un petit icône qui s'appelle Conversation. Je vous invite à cliquer dessus. Ça vous permet aussi de taper du chat, de poser des questions, d'échanger entre vous, de répondre. Ça peut être plutôt sympa. Si vous avez envie, pour ceux qui sont peut-être un peu plus timides, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, n'hésitez pas à chatter ou en tout cas à faire des choses, ça peut être sympa. Alors, donc moi, mon nom, c'est Patrick Girard. Sabrina m'a présenté. Je suis directeur pédagogique de l'école depuis 2006. Je suis aussi intervenant dans cette école depuis un petit peu plus longtemps, 2003. Moi, j'ai un parcours universitaire de sciences politiques. J'ai fait l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc Sciences Po Grenoble, pratiquement après le bac jusqu'à l'école doctorale. Et après, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches de Sciences Po et c'est comme ça que je suis rentré à l'ISCPA à travers justement l'acte de formation sur l'analyse critique de l'actualité et la géopolitique, qui est mon autre domaine de prédilection. Mais l'analyse de l'actualité, c'est une matière que j'enseigne beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est évidemment hyper importante pour les journalistes. Donc Sabrina m'a dit que vous étiez un certain nombre à vous intéresser à l'école de journalisme, parce que l'actualité, c'est votre essence, c'est votre moteur, c'est ce qui va faire de vous des bons journalistes, d'être au courant de ce qui se passe et d'être en capacité de rebondir dans une discussion, dans une interview avec des personnes que vous allez questionner en connaissant un maximum de choses sur eux. Et puis pour ceux qui veulent faire de la communication, l'actualité, c'est extrêmement important aussi, en tant que citoyen, en tant que personne dans une société. Mais c'est aussi important pour montrer, au-delà de la culture générale qu'on peut avoir, qu'on est en capacité d'être en lien et avec le monde qui nous entoure. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à l'ISCPA. Et donc, par rapport aux compétences qu'on va vous amener sur les bachelors et sur les cycles master à l'école, il y a une des compétences qui est l'analyse critique. Et hier, on suivait une conférence en webinar de l'éducation nationale sur la réforme du bac et des études supérieures. Et je vais juste faire rentrer Shannon, voilà.
Et la personne nous expliquait que parmi les 10 compétences attendues dans le monde du travail actuellement, celle qui était la deuxième la plus importante, c'était une compétence d'analyse critique. C'est-à-dire que ce n'est pas des matières, ce n'est pas des modules, c'est vraiment une posture intellectuelle d'essayer de ne pas gober au premier degré tout ce que vous pouvez entendre ou lire. C'est d'avoir un certain recul, une certaine, on va dire, réflexion, sans tomber évidemment dans tout ce qui est complot, tout ce qui est théorie du complot, et de douter de tout ce qu'on se dit, mais c'est d'avoir du recul pour pouvoir argumenter et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, c'est ça l'analyse critique, et on en fait beaucoup à l'ISCPA, que ce soit dans l'école de journalisme ou que ce soit dans l'école de communication. Voilà. Alors, je vous ai préparé pas mal de petites choses pour l'atelier. Une nouvelle fois, vous m'interrompez, vous me posez des questions, vous venez dire des choses parce que ça sera sympa. Et je vous propose de faire pas mal de petites choses, et notamment sur un logiciel et une plateforme qui s'appelle Kahoot. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Kahoot. Je vais vous l'écrire dans la conversation. Voilà. Alors, ceux qui ont un smartphone, je ne sais pas si vous connaissez Kahoot. Ceux qui ont un smartphone ou même sur l'ordinateur, allez sur le site Kahoot, s'il vous plaît, parce que je vous ai préparé un petit test qu'on va faire ensemble et qui vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc, je vous laisse aller sur Kahoot. On va vous demander après, alors ça peut être un site, hein, ce n'est pas forcément une application à installer. Hein. On va vous demander de vous créer un pseudo et puis on va lancer un petit test d'actu, exactement comme si vous étiez en cours. Pour rien de vous cacher, ce test d'actualité, je l'ai fait ce matin avec des étudiants de 2e année. Donc, eux, ils sont évalués là-dessus. C'est une note qu'ils ont. C'est 8 questions pour voir un petit peu s'ils suivent l'actualité. Alors, je vais lancer moi le jeu. Je vais vous le mettre en partage pour que vous puissiez le voir. Puis, une fois que tout le monde sera prêt, je le lancerai. Alors, si ça veut bien fonctionner. Hop. Alors, je vais vous le donner. J'essaye de le lancer justement, mais je ne sais pas pourquoi il ne se lance pas, mais c'est pas grave. Je vais passer par voilà, play. Je pense qu'il est resté trop longtemps en veille. Ça y est, c'est parti. Alors, juste couper la musique. Alors, le code du jeu, je vous l'écris dans la conversation, c'est le 282 03 21. Et je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir les choses. Alors, vous connaissez peut-être Kahoot. C'est une plateforme un peu ludique pour faire des tests. L'idée, c'est que vous allez avoir des questions qui vont apparaître sur l'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran partagé avec en énorme les chiffres 282 03 21? Alors, quelquefois, Oui, c'est bon. C'est bon, ça met un petit peu de temps quelquefois à connecter. OK. Donc là, il y a 6 personnes qui sont connectées. Je vois qu'il y a Marie, il y a Jessica, il y a Fanchon, il y a Alix qui vient d'arriver. Alors, il y en a l'un d'entre vous qui a gardé le numéro comme pseudo. Bon, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Estelle vient de se connecter. Parfait. Donc, vous êtes combien normalement? Vous êtes 9, je crois, inscrits. Vous êtes 8. Est-ce qu'il y a encore une personne qui ne s'est pas inscrite sur le jeu? Qui a peut-être des difficultés? Non? OK. Bah, peut-être que vous êtes 8. OK. Alors, l'idée, c'est, vous allez avoir une question et vous allez voir 4 réponses symbolisées par des codes couleurs. Et donc, vous allez devoir répondre en fonction, dès que vous avez trouvé la bonne réponse, c'est chronométré, attention, vous allez cliquer sur la couleur qui vous semble être la bonne réponse. Comme on est en ce moment, tous les cours sont en visio à l'ISCPA, on fait des tests d'actualité dans quasiment tous les cours de journalisme. Et là, c'est un moyen de garder ces tests d'actualité de manière un peu ludique, mais ça permet aussi d'apprendre des choses. Alors, je vais lancer le jeu. On y va. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Donc là, c'est la première des 8 questions. Et comme elle est un petit peu compliquée, c'est bonus. Donc, on vous demande qui représente la France au comité de réflexion sur l'OTAN.
Donc là, vous avez 8 réponses, 4 réponses, pardon. Il vous reste 4 secondes pour cliquer. Alors, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, hein, cliquez. Là, a priori, il n'y a que 3 personnes qui ont cliqué sur les 8. Donc, les autres, ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas cliquer, ce n'est pas du tout évalué, ne vous inquiétez pas. C'est juste J'ai pour pas vous vu montrer. l'écran. Vous n'avez pas vu l'écran? Les De autres, vous ne voyez pas questions, l'écran? Alors, J'ai juste normalement, les réponses là pour mettre. oui. Oui, Et vous pareil, voyez moi j'ai juste les couleurs, les logos, mais j'ai pas les réponses. Ouais. Et vous les Mais c'est voyez la pas même chose pour moi aussi. sur l'écran partagé, vous ne le voyez pas? Non. En fait, on voit juste les petites couleurs. Enfin, moi, j'ai vu le rouge, le jaune, le vert, Ouais. le bleu, mais il n'y Voilà, avait pas c'est en ça. dessous les propositions. Alors, sur l'écran que vous avez, vous, pour répondre, vous avez effectivement que les couleurs. Par contre, sur l'écran partagé que je vous ai partagé, vous devriez avoir les questions et les réponses. Ah, d'accord. Donc, il faut regarder Ouais, les deux, en fait. exact. On D'accord, va regarder sur Ok. la deuxième question. OK? On fait le test sur la deuxième question. Donc là, bon, il y a Fanchon et Élise qui ont eu une bonne réponse, donc bravo. Donc là, vous avez la question. Dans quel pays d'Afrique des membres du gouvernement ont-ils renoncé à leur salaire en avril? Et là, vous allez avoir les réponses qui Je apparaissent. vois pas l'écran. Il y a Rwanda en rouge, Afrique du Sud en bleu, Nigeria en jaune et Ghana en vert. Je ne vois pas votre écran partagé, par contre. OK, moi non plus, il n'y a rien. je vais refaire un partage. Moi non plus, il n'y a rien. Alors, la réponse était Rwanda. Alors, attendez, je vais couper. Hop, Seigneur. voilà, je vais couper l'écran partagé. Je vais le remettre. Et là, vous allez me dire. Si Là, vous, oui, on voit. vous voyez. Oui, c'est bon. Ouais. Bon, super. Très bien. Donc, il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, on continue. Et on va faire la troisième question. Alors, c'est l'ancien président de l'Équateur qui a été condamné à 8 ans de prison. Et donc, à votre avis, est-ce que vous voyez les réponses? Oui. Génial. Voilà, pour l'instant, a priori, ça fonctionne, ce que vous avez répondu cette fois-ci. Et corruption, c'était la bonne réponse, effectivement. Donc, bravo. Pour tous ceux qui ont répondu juste, c'était bien par corruption. Donc là, on voit, après voilà, Kahoot, c'est marrant parce que c'est toujours challengeant quand on fait ça sur des groupes. Maintenant, ils étaient à 38 pour faire ce test-là. Donc, on challenge les uns les autres, question après réponse, pour savoir qui engrange le plus de points. Allez, on passe à une autre question. C'est la quatrième. Donc là, des questions bonus. Et on vous demande quel écrivain est décédé à 70 ans des suites du coronavirus. Toujours pareil, 4 propositions avec des couleurs. Impeccable. Donc, il y a 3 réponses bleues qui étaient bonnes. C'est bien Luis Sepulveda. Les autres, alors Uderzo est décédé effectivement, mais il n'est pas écrivain, puis il n'est pas décédé de Covid-19. Et les 2 autres, Sylvain Tesson et Amélie Nothomb, sont toujours vivants. Donc, en tout cas, bravo pour ceux qui ont bien répondu. Donc là, on voit que Fanchon, bravo. Et puis le login 282 aussi, bravo. Allez, on va voir sur les 3 dernières questions ce que vous donnez. Là aussi, c'est une question bonus, ça va être compliqué. La culture de l'histoire au Canada a eu lieu il y a 2 jours. Je me demande où est-ce qu'elle a eu lieu. C'est très réparti. La bonne réponse était la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Angleterre, c'est un État des États-Unis. La Nouvelle-Galles, je crois que c'est en Australie. Nouveau-Brunswick, c'est bien au Canada. Nouvelle-Écosse aussi, c'est bien en Nouvelle-Écosse qu'il y a eu une tuerie d'une vingtaine de morts avant-hier. OK. Et donc là, c'est Jessica qui vient de faire 3 bonnes réponses à la suite. Donc bravo Jessica. Allez, 6 sur 8. Là aussi, c'est des points bonus. Quelle est la première grande entreprise française à bénéficier d'un prêt garanti par l'État? Air France, la Fnac Darty,
Amazon. Alors, alors, c'était un piège, effectivement, parce qu'Air France, c'était quasiment évident, et on en a beaucoup parlé dans l'actualité, la difficulté des compagnies aériennes. Et c'est Fnac Darty, la bonne réponse, qui a obtenu pour la grande entreprise à obtenir ce prêt garanti. Alors, vous voyez que ce genre de test d'actu est toujours, parce que là, on le fait vite ensemble pour découvrir, mais à chaque fois qu'on le fait dans un cours, ça permet après de faire un corrigé et de développer la question et de donner justement des éléments de réponse par rapport à la question et d'entamer quelquefois même un débat avec la classe. Donc, quelquefois, un test comme ça peut durer une bonne trentaine de minutes parce que vraiment, on donne de la plus-value systématiquement à la réponse. Allez, vous vous tenez prêts? Donc là, il n'y a pas de bonne réponse. Donc le classement n'a pas changé. Il en reste 2 pour essayer de récupérer le podium. Alors là, c'est plus difficile pour vous, un peu plus facile pour nos étudiants qui sont des médias. On demande donc Lagardère, Europe 1, Paris Match et JTB. Qui est-ce qui a le poids le plus important dans le conseil d'administration? Vous pouvez répondre à hasard si vous savez pas. La mécanique du jeu. Et donc, c'est le Qatar, la bonne réponse. Ils ont 20% des voix dans le groupe Lagardère. Voilà. Et donc là aussi, comme il y a des problèmes en ce moment dans le groupe, ça permet, à partir de là, de discuter sur les investissements des fonds souverains, des États étrangers dans des groupes de médias et de se poser la question après, une fois que des États étrangers sont actionnaires de médias, est-ce qu'ils vont avoir tendance à pousser des sujets qui les intéressent? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à demander à ces médias de faire de la propagande? Et voilà, ça nous permet aussi de mieux comprendre l'information lorsqu'on connaît à qui appartiennent les médias. Tout à l'heure, si on a le temps, je vous montrerai une infographie qui est intéressante du Monde diplomatique qui vous montre à qui appartiennent les médias en France et vous voyez un petit peu les pourcentages des actionnaires. Allez, il doit rester une ou deux questions. Donc là, c'est la dernière. Celle-ci, normalement, vous devriez la trouver parce qu'on en a beaucoup parlé aux infos. Quel est le cours du baril de pétrole au 20 avril, il y a 2 jours? Quel est le cours du pétrole? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Les autres, vous n'avez pas eu le temps de répondre parce que c'était très rapide, il n'y avait que 10 secondes. Et effectivement, pour la première fois de l'histoire, non seulement le pétrole ne vaut rien, mais il vaut moins que rien puisqu'il est à moins 37 $ le baril, alors qu'il était à 61 $ il y a à peu près 10 jours, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'offres et de demandes. Il y a trop d'offres et pas assez de demandes puisqu'on ne consomme plus de pétrole et que les États ont rempli complètement leur stock stratégique, ce qui fait que plus personne n'achète du pétrole aux pays producteurs, et ce qui fait que ceux qui sont en économie, vous le savez, offre et demande, le prix a complètement dégringolé. Alors, il y a une bonne réponse, bravo, et ce qui veut dire qu'on arrive au petit podium, qui est faussé parce que les premières questions, alors c'est 282, 0,29 troisième, Panchon qui est deuxième, et bravo à Jessica. Félicitations Jessica. Élise et Margot sont juste après. Bravo. Alors, bravo à Jessica. Voilà, donc c'est une façon de faire aussi, de faire découvrir un petit peu l'actualité. J'ai coupé le partage, voilà, qui est ludique, évidemment. On peut faire des tests beaucoup plus grands. Et en tout cas, pour nous, c'est plutôt sympa de faire ça. Alors, deuxième chose, je vais vous envoyer un autre lien. Je vais vous poser une petite question. J'espère que ça marche. Des fois, on a des petits soucis. Alors, clac. Si je retrouve ce que je vous ai préparé tout à l'heure. Ah, mince, c'est où? Sinon, c'est pas très grave. Je vais vous demander comment est-ce que vous vous informiez. Ah, c'est là. Voilà. Alors, hop. Je vais vous mettre dans la conversation un petit code d'un autre outil qu'on utilise beaucoup pour animer un petit peu les cours, surtout à distance. Ça s'appelle WooClap. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est juste un lien à cliquer. Vous pouvez le faire avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. J'espère que ça va marcher. Et je vous demande
comment est-ce que vous suivez l'information? Comment est-ce que vous suivez l'actualité? À partir de quels médias? Donc, vous inscrivez juste le ou les médias, s'il y en a plusieurs. J'espère que ça marche bien. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des réponses, ça va s'afficher sur mon écran. Je vous le partagerai après. Donc, il suffit juste de cliquer sur le petit lien que j'ai mis en conversation et vous pouvez m'indiquer les médias que vous suivez, connus ou pas connus. Et ensuite, moi, je vous en présenterai toute une série pour que vous puissiez bien comprendre. Est-ce que ça marche les uns les autres là? Pour moi, tout fonctionne. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore de mots qui s'affichent, mais ça me devrait… Voilà, ça y est. Ah, ça y est. Courrier international. Alors, je vais peut-être le partager, comme ça, vous le verrez aussi. C'est plus sympa. J'espère que ça va bien marcher. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir petit à petit le nuage de mots. Vous pouvez en rajouter plusieurs, hein, si vous voulez. Hein. Alors, il y a Courrier international qui revient beaucoup. Le Monde, Le Figaro, OK, les réseaux sociaux, d'accord. TF1, donc le JT. Ah, l'AFP, d'accord, c'est intéressant. OK. Le Progrès, la radio, d'accord. OK, je crois que j'ai vu BFM, parce que ça change à chaque fois avec le nuage. J'espère que ça ne me donne pas trop mal au cœur. OK. Très bien. Ah, Créapils. Ouais, c'est intéressant, Créapils, effectivement. France Info. D'accord, OK. Bon, il y a pas mal de réponses. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, il y a du classique, je dirais, puis du moins classique. Donc, c'est plutôt bien tout ça. Ah, ça a bougé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Courrier international revient beaucoup. Les réseaux aussi, beaucoup. D'accord. Journal, ça marche. Très bien. OK. Bon, bah, en tout cas, il y a une belle diversité. Donc, je vais recouper pour pouvoir… il y a une belle diversité de réponses. OK. Donc, c'est vrai que vous l'avez compris, l'actualité, il y a plein de choses différentes, il y a plein d'accès différents. Je ne vais pas vous dresser un portrait exhaustif, bien évidemment, mais grosso modo, vous avez les médias qui sont classiques, type presse écrite. Dans la presse écrite, vous avez la presse payante et la presse gratuite. Vous connaissez quelques titres de presse gratuite? Vous pouvez taper sur le Booklab si vous voulez, ou directement dans la conversation, comme vous voulez. 20 minutes, C8. Non, Ouais. CNews, pardon, 20 minutes CNews. C'est ça, exact. Merci, c'est Estelle, hein, je crois, qui parlait. Oui. Effectivement. Et donc, typiquement, les gratuits, comme ils sont gratuits, ils doivent trouver un modèle économique qui va se trouver souvent dans la publicité. Et c'est des journaux qui ne vont pas aller très, très profond dans l'analyse. C'est plutôt des journaux qui vont faire du factuel, donc ils vont reprendre, et vous avez quelqu'un à marquer l'AFP dans les nuages, ils vont reprendre souvent des dépêches AFP, comme Direct le matin, par exemple, effectivement, Jessica, et ils vont utiliser ces informations pour qu'on ait, on va dire, exhaustivité, le mot était peut-être un peu fort, mais en tout cas, d'avoir une vue très, très globale sur ce qui s'est passé pendant la journée. Voilà. Et évidemment, ça ne suffit pas pour connaître tout, notamment en termes d'analyse. Par contre, ceux qui veulent aller plus loin, ils savent qu'il s'est passé je ne sais pas quoi, et vous allez aller chercher ailleurs cette information-là. Donc là, c'est la presse gratuite, papier, qui devient de plus en plus rare pour des questions économiques. Hein, ça coûte cher d'imprimer du papier, de le distribuer. Ensuite, vous avez la presse payante. Et là aussi, vous avez mis quelques titres que vous connaissez. Vous avez la presse nationale. Il y en a 10 en France. Figaro, Libération, l'Humanité, Les Échos, Le Monde. Voilà, c'est du quotidien, avec des articles, avec de l'infographie, avec des photographies à l'intérieur. Et c'est payant. Donc, soit vous achetez au numéro, soit vous achetez par abonnement, soit vous allez au kiosque, soit vous pouvez le télécharger avec un abonnement numérique. Vous avez la presse quotidienne, type Le Progrès, Dauphiné Libéré, Ouest France, qui est la presse numéro 1 en France, qui est une presse qu'on appelle de proximité, qui permet de s'intéresser en termes d'actualité un peu moins au niveau international et au niveau national, mais par contre au niveau local, quartier par quartier, village, ville par ville. Si vous avez envie d'une information culturelle, politique, événementielle, c'est plutôt vers ces journaux-là que vous allez aller chercher l'information. On fait beaucoup d'informations services aussi dans cette presse-là, c'est-à-dire les marchés, les horaires, les grandes manifestations des municipalités, tout ce qui peut être un petit peu événementiel, on va le retrouver dans ce type de journaux
jusqu'au programme cinéma, pourquoi pas, ou théâtral, où vous avez toute cette information-là. Et vous l'avez compris, chaque média a sa cible. La cible, c'est le lectorat, c'est les gens à qui il s'adresse, âge, sexe, profession, localité. Et votre journal, votre média va avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire un choix d'opinion, et il va s'adresser à un certain public. N'hésitez pas à interrompre, évidemment. Donc là, c'est la presse. Après, vous avez la radio. Donc là, j'ai vu aussi que vous avez mis quelques noms de radio. Donc là, pareil, hein, il y a un distinguo entre les radios nationales comme France Inter, France Info, ou domaine public, hein, service public, avec toutes les filiales que sont France Bleu, RFI à l'international et d'autres choses. Le MOVE, je ne sais pas si vous connaissez le MOVE. Après, vous avez des radios nationales mais privées, comme RTL, comme Europe 1, comme RMC, comme BFM Radio. Et puis, vous avez des radios qui ne sont pas connues pour l'actualité, mais qui en font un petit peu. C'est Énergie, c'est Nostalgie, c'est Radio Scoop, c'est Chéri FM, qui ont, notamment le matin, des tout petits flash radio qui permettent d'avoir la météo, la circulation, les grands titres de la ville dans lesquels c'est diffusé. Et vous faites des journaux qui durent à peu près 3-4 minutes maximum, renouvelés toutes les heures à peu près. Donc, ça n'a rien à voir avec les grandes radios nationales, mais ça reste de l'information. Et tout ça est gratuit, puisque la radio a cette spécificité-là qu'elle soit gratuite. Ensuite, vous avez les télévisions. Donc là, pareil, hein, grande chaîne d'information nationale type TF1, France Télévisions, Canal+, M6, patati patata, avec ce qu'on appelle des moments d'information que sont les JT de 13h, 20h ou éventuellement des émissions de décryptage de l'actualité. Et le reste, c'est du divertissement, des films, des séries. Vous avez les chaînes d'information continue comme BFM TV, comme LCI, comme France Info 2 points, comme CNews, dont le cahier des charges, c'est d'être un robinet ouvert sur l'actualité, avec quelquefois les dérives qu'on connaît, hein, d'emballement médiatique, de surexposition de certains faits, de parler pendant des heures et des heures sur un fait sans avoir grand-chose, parce que c'est aussi leur façon de faire. Donc là, c'est toutes les chaînes d'information continue qui sont de plus en plus présentes en local. Je ne sais pas exactement de quelle région vous êtes, les uns et les autres, mais vous savez peut-être qu'il y a un BFM Lyon, il y a un BFM Lille maintenant, il y a un BFM Paris, ils sont en train de s'installer à Toulouse. Donc il y a aussi une stratégie de se rapprocher du public localement pour développer une actualité strictement locale. Voilà. Donc ça, c'est la télévision. Et puis après, vous avez tout ce qui est sur Internet, où là, vous avez énormément de modalités différentes de traiter de l'actualité. Alors, vous avez les sites classiques comme lemonde.fr, lefigaro.fr, qui ne sont pas l'exacte réplique de ce qu'on va acheter dans le journal, parce qu'il y a de la plus-value. Il faut qu'on trouve d'autres choses. Et là, vous pouvez être abonné ou pas être abonné. Il y a un modèle payant, un modèle gratuit. Donc, je passe les détails. Il y a ce qu'on appelle des pure players. C'est des sites Internet qu'on ne va trouver que sur Internet. Enfin, des médias qu'on ne va trouver que sur Internet. Par exemple, Rue 89. Par exemple, Huffington Post, Slate. Donc là, c'est vraiment des médias, ou comme Mediapart, qui sont très spécialisés et qui n'ont pas de version papier et que vous allez aller chercher sur le web. Et puis, c'est tout ce que je vais vous montrer après. Vous avez plein d'autres médias qui traitent de l'actualité, mais de manière différente. Ça peut être du podcast, ça peut être du data journalisme, ça peut être du BD reportage, ça peut être de l'écriture longue, du récit. Si vous voulez, l'idée de ma présentation, c'est de vous faire aussi comprendre que l'information, l'actualité, on la trouve un peu partout, dans différentes formes, et que ce qui est visible dans un JT de 30 minutes, c'est que une toute petite partie de ce qui se produit comme information en France et dans le monde entier. C'est un petit peu le panorama que je souhaitais voir avec vous. Les podcasts, c'est une nouvelle forme, enfin nouvelle, ça commence à être un petit peu vieux, mais c'est une forme relativement récente et qui se développe d'information. Est-ce que vous en suivez des podcasts? Est-ce que vous en connaissez? Pour ma part, je suis les podcasts de Koé quand ils parlent des informations, notamment de 16h à 17h, pour me tenir informée. D'accord. Et après, des podcasts quand j'étais au bac pour des émissions philosophiques pour essayer de mieux m'approprier
les sujets actuels. Et c'est vrai que l'éducation, la formation a énormément pris sur les podcasts parce que déjà, c'est un plaisir de pouvoir de parler, d'expliquer. Et finalement, en 15 minutes, 20 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Et puis après, on peut se le réécouter tranquillement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les podcasts. OK. Les autres, est-ce que vous servez un petit peu des podcasts? Pas plus que ça? Non. OK, d'accord. Après, là, c'est une infinité, c'est un océan. Le nombre de podcasts qu'on peut avoir un peu partout, liés à l'information aussi. Un des inconvénients du podcast, c'est qu'il faut avoir du temps. Hein, c'est-à-dire que c'est bien de les identifier. On peut les télécharger automatiquement sur nos smartphones. Après, il faut qu'on trouve le temps aussi pour les écouter. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein, c'est que l'information, elle ne s'arrête jamais. C'est toujours un peu compliqué. Donc là, je vais vous en montrer un qui est très intéressant. C'est celui qui est le plus écouté actuellement. Donc voilà, là, je suis en train de faire mon partage d'écran. J'espère que ça marche avec vous. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ah, voilà, alors j'avais préparé un petit doc que je vous enverrai par mail. Donc là, voilà, c'est un petit document que je vous ai préparé, que je vous enverrai tout à l'heure. Comme ça, vous aurez tous les liens de ce qu'on peut regarder. On ne regardera pas tout, vous inquiétez pas, aujourd'hui. Donc, c'est le podcast qui s'appelle Code Source. Voilà. Alors, j'espère que ça s'affiche sur l'écran. Donc, c'est le Parisien qui fait ça. Le Parisien, c'est un média payant, quotidien, qui est considéré comme de la presse quotidienne, parce que pour le coup, c'est un média Île-de-France, et il est devenu national sous un autre titre qui s'appelle Aujourd'hui en France, que vous connaissez peut-être, qui est un média très accessible, qui est mieux que du 20 minutes gratuit, parce qu'il y a vraiment des articles qui sont un petit peu plus fouillés, mais qui est quand même un style relativement moderne, des articles très courts aussi. Donc, c'est un média qui se lit assez vite et assez bien et qui est le moins cher de tous. Donc, c'est pour ça qu'il a pas mal de succès. Et ils ont développé tout un système de podcasts, et notamment le podcast qui s'appelle Code Source, que vous retrouvez ici avec le petit logo jaune. Et donc, chaque jour, vous avez un podcast différent et qui vient en profondeur développer un fait d'actualité qu'ils ont choisi. Et c'est ça aussi l'actu. On dit souvent qu'un journaliste, c'est une succession de choix qu'on doit faire, puisque l'information, basiquement, il y en a partout, et qu'un journaliste ne s'intéresse qu'à l'information d'intérêt public. Un journaliste ne doit pas s'intéresser à ce qui touche au privé. Ce n'est pas son boulot, le journaliste, d'aller fouiller dans les poubelles, même s'il y en a. Ce n'est pas son boulot de faire du paparazzi, même s'il peut en avoir, mais ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas quelqu'un qui doit parler de la vie privée des hommes politiques, par exemple, même si quelquefois certains le font, mais ce n'est pas ça l'acte journalistique. L'acte journalistique, c'est d'aller chercher une information qui est d'intérêt public, de la décortiquer, de l'analyser, de la vérifier, et ensuite de choisir quel est le bon moyen pour transmettre cette information qui est justement, avec la plus-value du journaliste, expliquer à un lecteur ou à un auditeur et de le positionner sur une plateforme. Et le podcast, ça fait partie d'une des stratégies de production de l'information. Et donc, notamment, voilà, le code source, c'est plutôt bien. Donc, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Bon, je vous montre juste ça, on ne va pas en écouter là, mais vous voyez qu'ils ils ont fait vieillesse, dépendance et confinement. Elle raconte ses liens avec ses parents en EHPAD. Typiquement, on a eu beaucoup d'articles qui nous expliquaient malheureusement la situation catastrophique dans les EHPAD en France, le nombre de morts, c'est très anxiogène, c'est compliqué. Ensuite, on peut faire des articles sur qu'est-ce que les ministres ont annoncé par rapport à ça. On réouvre les visites des parents, etc. Voilà, lui, il a pris un autre angle. C'est un angle plutôt du témoignage, quasiment de l'immersion avec quelqu'un, cette fameuse Geneviève Desjans, qui a 2 parents dans un EHPAD. Son père est décédé malheureusement, et il témoigne de cette expérience-là en sonore. Et évidemment, quand on a du sonore, on a toute l'émotion de la voix de la personne. Et puis après, voilà, vous avez d'autres choses, vous voyez, le quotidien dans une cité, la famille de Gaël, etc. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire de l'information. Hein. Et puis, vous pouvez comme ça en télécharger une fois par jour, vous abonner, comme ça, vous les téléchargez tranquillement. Voilà, c'est ça un podcast. Alors, ensuite, je voulais vous montrer ce qu'on fait beaucoup
dans le journalisme, c'est ce qu'on appelle les revues de presse. Ça, je pense que vous savez aussi ce que c'est qu'une revue de presse. C'est un des travails, oui, le travail peut-être, une des tâches les plus complexes pour un journaliste, d'être chargé de faire une revue de presse. C'est-à-dire de ne pas traiter lui-même un fait d'actualité, de ne pas l'analyser, mais d'aller chercher dans ce que ses confrères et néanmoins concurrents ont pu écrire, ont pu faire dans leurs différents médias, et d'en faire une synthèse, mais une synthèse qui va être restructurée, qui va être retravaillée pour que quelqu'un comme nous, qui écoutons une revue de presse à la radio le matin, en quelques minutes, ce n'est pas un journal radio, ce n'est pas un journal télévisé, mais c'est comment est traitée l'information à travers les journalistes. C'est ça une revue de presse. Je vais vous en passer un extrait d'une, juste pour que vous puissiez entendre le ton et comment est-ce qu'on fait une revue de presse. Ça peut être intéressant qu'on partage ça. Alors, je vais inclure l'audio système. J'espère que ça marche. Si ça ne marche pas, j'arrêterai tout de suite, évidemment. Voilà. Donc là, normalement, vous allez voir réapparaître le partage d'écran sur la revue de presse de France Inter. J'ai pris celle-là parce que c'est la plus connue, parce que c'est celle qui fait le plus grand nombre d'audimat. Et hop, 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 voilà, je vais vous mettre juste le début. Ça dure 5 minutes, on ne va pas faire 5 minutes, je ne pense pas. Mais je vous mets le début. Vous me dites si vous entendez. Si vous n'entendez pas, vous me le dites. La revue de presse, Claude Askolovitch. Le 7-9. Et commençons, Claude, par parler du hasard. Le hasard qui vous sauve. Et pour Gabriel Burgard, le hasard, ce fut cette fatigue le 28 février, quand il n'est pas resté, comme les autres vendredis, à la répétition de la chorale de Vire-au-Val, le village dont il est le maire dans la vallée de Münster et dont la croix raconte l'histoire. Gabriel est rentré chez lui, sans chanter ni boire le petit verre de l'amitié au foyer paroissial, où ce soir-là, le Covid-19 attendait vers le pupitre des basses, juste à droite du groupe. Et après les choristes ont été touchés au village, au moins 200 personnes sur 1300 habitants, 9 en sont morts, parmi eux Jean-Paul qui avait 79 ans, force tranquille et bout en train de la chorale, et puis André qui était le bedeau de l'église. Heureusement, Marie-Claude qui est alto s'en est sortie, on l'a vue vivante au journal de France 3. Mais à quoi ressemblera la première répétition de la chorale après? Retiendra-t-on cette chorale de Vire quand les historiens raconteront le virus, comme l'on retiendra le nom d'un bar autrichien, le Kitzloch, au pied des pistes de Ischgl dans le Tyrol, où jadis, après le ski, on faisait la fête, comme à Vire, on chantait. Les serveuses du Kitzloch sifflaient au milieu de la foule pour qu'on leur fasse de la place, et en faisant vibrer leurs sifflets, éclaboussaient les fêtards de salive et de virus, et depuis Ischgl, les touristes ont répandu la maladie en Europe. Le Monde revisite cette histoire qui nous est venue en mars dernier, quand on avait fermé d'abord le bar Kitzloch, puis toute la station. Ischgl est désormais déconfiné. Vertige, cet Ibiza des Alpes avait incarné la légèreté, le cynisme commercial, mais en même temps, que savait-on? Nous en avons appris depuis. On débat désormais à propos du virus de choses importantes. Le 1 consacre son numéro de cette semaine au retour des frontières, à qui l'on a toujours prêté un rôle prophylactique. Eh bien, Libération me raconte Chouafat, prisonnière de trop de frontières, un camp de réfugiés urbanisés de l'Est de Jérusalem que les Israéliens considèrent sous leur souveraineté, mais en même temps ils l'ont isolé, Chouafat, par leurs murs de sécurité. Quand le Covid-19 est arrivé, Israël a fait fermer un centre de dépistage dont le matériel venait de l'autorité palestinienne. Mais après l'intervention de la Cour suprême israélienne, on apprend désormais à se protéger ensemble. Palestiniens et Israéliens coopèrent pour la première fois depuis des années. Oh, le conflit reviendra quand le virus partira. Il se moquait des frontières, ce virus. Était-ce sa qualité? Et en France, pendant ce temps, on parle de deuxième vague. Menace qui plane sur le reflux du virus que les échos illustrent, menace qui viendrait nous rattraper dans quelques mois puisque nous n'avons pas suffisamment été touchés pour être immunisés. Cela fait la une de la Provence et une certitude de Nice matin. Encore faut-il s'entendre sur le terme deuxième vague. Une interne en médecine qui tient pour l'Express Internet son journal de la maladie nous raconte une vieille dame arrivée chez elle depuis un EHPAD pour un coronavirus, mais elle souffrait aussi d'une paralysie de la main gauche. Et puis, examen fait, elle souffrait d'une fracture du col du fémur qui devait dater d'1 mois. Dans son débat débordé, focalisé sur le virus, on avait laissé passer. Nous aurons donc bien une deuxième vague. Ce sera l'arrivée en masse de toutes les maladies qu'on aura laissé traîner pendant des semaines par peur de la contagion, pour ne pas déranger. Mais les maladies n'ont pas cette politesse. On a frôlé des catastrophes médicales dans le Cher, où les cabinets des médecins de ville sont vides, me dit le Béret républicain.
Il est une autre vague qui nous frappe déjà, la vague de la faim qui en France saisit les plus pauvres que Mediapart raconte, des parents qui jeûnent pendant des jours, une mère anémiée qui n'a plus de lait, son bébé boit de la tisane, une autre maman qui demande qu'on lui donne du sel. Elle fait des économies sur tout et le sel, ça coûte 50 centimes. Et on parle enfin rapidement, Claude, d'un oubli. Qu'on imputera à la grande crise, mais ça me serait une mauvaise excuse. Sur son site internet, Le Monde diplomatique a accusé, la semaine dernière, 15 avril, cela a fait 40 ans que Jean-Paul Sartre est mort. Qui en a parlé? Et de fait, pas grand monde, même Libération, que pourtant Sartre fonda, s'est contenté de reproduire sur son site une dépêche de l'AFP sur l'enterrement jadis. Mais quant à parler de Sartre au présent, Bernic. Le Diplo, dans son édition de papier très riche, affirme que Sartre est détesté encore d'avoir été l'adversaire de notre colonialisme, le cruel dénonciateur des illusions françaises, dans sa préface au livre du fondateur du tiers-mondisme Frantz Fanon. Quel bavardage, liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je, cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes, écrivait Sartre, qui payent encore, et pourtant. Sur le site de la revue La Règle du Jeu, je lis que le confinement nous rend sartrien puisqu'il s'agit de rester libre et conscient dans la contrainte inédite. Et dans une chronique du Monde, l'écrivaine Camille Laurence nous a dit qu'aussi bien que la peste, l'époque se prête à lire huis clos et ses personnages enchaînés. L'Obs me raconte comment les commémorations de la Shoah, rendues virtuelles par le virus, nous annoncent le temps où les survivants ne seront plus. Slate et Le Monde me disent comment sous le virus, par des applications ou en choisissant de se confiner à deux dans un beau huis clos, certains d'entre nous, mes amis, ont quand même choisi l'amour. Merci Claude Askolovitch pour cette revue. Voilà. Donc là, vous avez vu ce que c'est qu'une revue de presse. C'est ça. Donc vous avez vu que dans la façon de parler, alors après c'est avec le journaliste Claude Askolovitch a un style très particulier, très littéraire, très intellectuel. C'est France Inter, sans faire de mauvais procès à France Inter, c'est vrai qu'on est quand même sur un vocabulaire un petit peu riche. Et vous avez vu de sa façon de faire. La revue de presse dure 5 minutes, il y a 3 parties, 3 thématiques qu'il va développer, et c'est comme s'il racontait une histoire. Il passe d'un titre à un autre en mettant en perspective une information, en la comparant d'un titre à l'autre, du contenu d'un article au contenu d'un autre, et c'est ça de l'analyse critique, c'est de ne pas se contenter d'un titre. Est-ce que vous avez, alors vous n'avez pas noté, mais est-ce que vous vous rappelez de certains titres qu'il a cités dans sa revue de presse? Oui, il a parlé notamment de deuxième vague, en fait, en parlant du virus, mais au final, ce qu'il appelle deuxième vague, c'est une deuxième vague. Au premier moment où il évoque deuxième vague, on peut s'attendre à... Alors, ça coupe un peu pour moi, je ne sais pas. Vague de virus, en fait, c'est le lien. Donc, vous m'entendez? Ça coupe énormément, Estelle. Oui, alors je vais essayer d'écrire. Ouais, ça marche. Pas de souci. Quand il a parlé de deuxième vague. Oui, d'accord. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous avez retenu comme nom de médias qui a été cité? Alors, c'est vrai que moi, j'étais attentif parce que je faisais attention. Vous avez peut-être été moins attentif. Grosso modo... Il me semble qu'il a parlé de l'Express. Ouais. Du Monde diplomatique, Margot, ouais, c'est ça. Jessica aussi. Et après, il a aussi parlé du média que vous avez parlé tout à l'heure, Mediapart, il me semble. Oui, Mediapart, effectivement, sur la fin. Alors, en étant quasiment attentif, il a cité un peu plus d'une douzaine de titres différents. On pourrait croire qu'il va évoquer une deuxième vague de cas déclarés de Covid-19. Oui, effectivement, c'était un petit peu le propos, parce que depuis 24 heures, on en parle beaucoup aux informations de cette fameuse deuxième vague qui peut arriver un peu plus tard, et sur le fait que la France, du fait du confinement, a fait que les Français ne se sont pas auto-immunisés par rapport à des choix comme la Suède, où là, on a eu des choix de société complètement différents. C'est vrai qu'on a dans le vocabulaire médiatique, depuis 24 heures, beaucoup de référence à cette fameuse deuxième vague qui serait finalement une nouvelle vague de gens déclarés effectivement par rapport à ça. Okay. Donc, dans sa revue de presse, mine de rien, en 5 minutes, oui, et après, effectivement, il bascule sur une thématique de la faim. Il y a autre chose, mais je ne me rappelle, je l'ai mangé. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, et Estelle, bravo, ce que vous avez bien capté sa façon de faire. C'est, quand je disais tout à l'heure, c'était raconter une histoire. Et là, ceux qui s'intéressent à la communication
on est très proche de ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire vraiment d'intéresser l'auditeur en racontant quelque chose. Et vous avez vu qu'il a démarré sa revue de presse par l'histoire de quelqu'un. Donc, il a vraiment personnalisé sa revue de presse pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur d'une histoire. Et c'est après qu'on est arrivé tout doucement vers Israël, vers les Palestiniens, vers d'autres choses qui sont un peu plus sérieuses et un peu plus classiques. Donc voilà, donc moi j'avais noté 2-3 trucs. Il a parlé du Monde diplomatique, de Slate, de Mediapart, des Échos, de la Provence, de Nice Matin, du 1, on en parlera tout à l'heure, de Libé, de France 3, du Monde, de la revue La Règle du jeu. Et j'avoue que je ne connais pas cette revue. Donc voilà, on voit que pour préparer sa revue de presse, il a été pioché énormément d'informations et qu'après il a réécrit quelque chose. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est un des exercices les plus difficiles pour vraiment avoir une très très bonne maîtrise de l'info, de l'écriture, pour justement pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc c'est souvent des journalistes qui sont voilà, ont quand même pas mal de bouteilles. Il a cité le 1. Est-ce que vous connaissez le 1 ? Ça s'écrit comme ça, je l'ai mis dans la conversation. Est-ce que vous connaissez ce média ? Alors, ouais, Élise, oui. Alors, je ne peux pas vous le montrer, c'est dommage, parce que le 1, c'est vraiment... il faut le voir pour vraiment comprendre. Donc, je vais quand même aller vous montrer le site Internet. Hop. De toute façon, tous les liens, je vais vous les envoyer. Hein, donc, il n'y a pas de souci avec ça. On va repartager l'écran. Voilà. Le 1, c'est un journal qui est très particulier. C'est l'ancien directeur du Monde, Éric Fotorino, qui l'a créé quand il s'est fait quasiment... Voilà, le 1 hebdo, quand il s'est fait renvoyer du Monde. Et son concept, c'est un seul sujet. C'est hebdomadaire, hein, c'est un seul sujet, mais décliné de manière différente sur l'ensemble des pages du magazine. Et la grande originalité du magazine, enfin de l'hebdomadaire Le 1, c'est sa façon dont il est plié, sa maquette. Puisqu'il ne s'ouvre absolument pas comme n'importe quel journal, il se déplie en différentes façons. On est quasiment sur du A4 au démarrage pour arriver sur un journal qui, alors, vous ne voyez peut-être pas parce que je n'ai pas suffisamment de recul, mais qui est énorme. Et en fonction du sens dans lequel vous allez le lire, vous avez accès à différentes informations, mais toujours sur le même sujet, décliné. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça. Je crois tout à l'heure, j'avais fait un essai. On pouvait voir un petit peu. Et je sais que ça a beaucoup de succès parmi les jeunes parce que... Ah, c'était peut-être ça. Parce que c'est un accès différent à l'information. Bon, là, c'était juste l'abonnement. Bon, ok, c'est pas très grave, mais de toute façon, ce qui est vraiment intéressant dans le 1, c'est de voir comment il se déplie. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est une autre façon de faire l'information. Et là, on est vraiment dans de l'analyse critique, dans le décryptage, parce que justement, vu qu'il y a un seul sujet qui est décliné, on a vraiment la place, le temps de faire de la petite brève en une, comme des très longs papiers, quand on est au centre du journal qui s'est complètement déplié sur l'équivalent peut-être de un peu plus grand que 2 feuilles A3 côte à côte. Imaginez comme ça peut être grand. Donc voilà, ça c'est le 1, ça c'est plutôt sympa. Il y a une autre façon de décrypter l'information et peut-être que vous allez sur YouTube, peut-être que vous suivez l'information sur YouTube. Est-ce que vous connaissez des sites sur YouTube, des YouTubeurs qui vous aident peut-être à suivre ou à comprendre l'actualité? Pas plus que ça? Non, alors, pour ma part, j'avoue que c'est pas la plateforme où j'irai en tout cas pour l'actualité. D'accord. Alors, chose étonnante, moi je suis un vieux de la vieille. Hein, c'est vrai que j'ai été socialisé avec la radio, avec la télé, avec les journaux. J'adore Internet. Après, c'est avec les nouvelles modalités. Vous avez répondu dans le nuage du mot tout à l'heure. Hugo décrypte, Margot. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Effectivement. Il y a énormément d'informations qui passent par les réseaux sociaux, avec du pire comme du très bon. Le pire, et ça aussi c'est important de vous le dire et de prendre conscience, c'est un mot un peu savant, c'est ce qu'on appelle les sphères informationnelles. Une sphère informationnelle, c'est, et ça vous le savez par cœur, c'est les algorithmes qui vont vous enfermer par vos choix de like, de déteste, de transfert d'informations sur vos Facebook, Instagram,
Twitter, etc., petit à petit, finalement, le logarithme va vous identifier, vous profiler en fonction de ce qu'il sait de vous, de ce que vous aimez, et petit à petit, il va vous proposer que des choses qui vont globalement dans votre sens. Et ça, c'est de manière extrêmement insidieuse. Vous connaissez tous par rapport à... Alors, je ne sais pas si vous avez des comptes Facebook, parce que je sais que vous commencez à être une génération qui n'utilisait quasiment plus Facebook, mais on le voit sur d'autres réseaux sociaux où finalement, c'est toujours un peu les mêmes personnes, les mêmes publications qui reviennent, alors qu'on a peut-être 300 amis et il y en a toujours 20 ou 25 qui reviennent systématiquement et les autres n'existent plus. Or, ils continuent de publier, sauf qu'à un moment donné, il y a une sorte de filtre qui fait qu'on n'a quasiment plus accès. Ça, c'est embêtant, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est ces fameuses bulles informationnelles où, et je répète, quand sur plusieurs semaines, vous allez cliquer sur des messages, sur des articles, sur des pétitions, sur des slogans, ça va vous profiler. Déjà, il sait si vous êtes une fille ou un garçon, il sait quel âge vous avez, et petit à petit, l'algorithme va commencer à comprendre si vous êtes plutôt dans le besoin, plutôt confortablement installé socialement parlant, si vous êtes plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt révolté, plutôt conservateur, plutôt, etc. Et ça, il le sait parce qu'on n'arrête pas de liker sur tout et n'importe quoi et que globalement, sur la totalité des choses qu'on indique, il y a une certaine cohérence de nos choix. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il ne va nous proposer que des informations qui vont dans notre sens. Ce qui fait que quand on est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on a l'impression d'être très bien informé. Or, on n'a accès que à ce que l'algorithme veut bien nous donner comme information. Et ça, c'est ça qui est très grave, parce qu'on s'est enfermé nous-mêmes dans une bulle. Donc, attention, les réseaux sociaux, c'est génial, les médias sociaux, c'est génial. Nous, on travaille beaucoup avec et on produit beaucoup d'informations à travers eux, mais il faut être conscient des limites. Et vous avez aussi le meilleur, puisque pour toucher une génération et un public qui ne regarde plus le JT, qui ne lit plus le journal, vous avez effectivement des personnes qui font du très très bon décryptage à travers des chaînes YouTube. Alors le plus connu, c'est Hugo Décrypte. Donc je vous mets juste un petit extrait. Je ne sais pas si j'ai mis le son. Je vais refaire mon partage parce que je vais juste vous faire écouter un tout petit peu parce qu'il faut que je coche inclure l'audio système. Voilà. Hugo Décrypte, il s'est fait connaître par sa chaîne YouTube et par son compte Instagram. Donc ceux qui aiment l'actu, moi je vous conseille d'aller vous abonner sur Instagram à son compte. Tous les jours, il va mettre les 5 informations les plus importantes de la journée avec un petit texte qui décrypte cette information-là. Et là, je vous fais juste écouter un extrait de ce qu'il fait. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Il doit à peu près avoir votre âge, hyper plus vieux. Parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour, c'est la chute spectaculaire du prix du pétrole aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que le prix du baril de pétrole américain, appelé WTI, est tombé à 0 et même en dessous puisqu'il valait moins 38 $. Concrètement, ça veut dire que les producteurs étaient prêts à payer 38 $ pour se libérer de leur pétrole. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, mais alors comment expliquer tout ça? Déjà, à cause de la crise du coronavirus, il y a eu logiquement une baisse de la demande puisqu'il y a moins de gens qui se déplacent et donc moins de besoin de pétrole. Cette chute de la demande a eu logiquement un impact sur les prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est le gros problème de stockage du pétrole. Concrètement, en ce moment, puisqu'on utilise moins de pétrole mais qu'on continue à en produire, eh bien il y a plus de pétrole à stocker. Le problème, c'est que le stockage est quasiment arrivé à saturation pour le pétrole américain. Du coup, aujourd'hui, c'est quasiment plus avantageux de payer pour se débarrasser de son pétrole plutôt que de le stocker, puisque le stockage peut coûter très cher. Bref, tout ça explique la chute du prix du pétrole ces derniers jours. À noter au passage que ce dont on parle ici, ce n'est que les barils américains livrables en mai, alors que la baisse est moins importante chez les autres. En gros, les investisseurs se sont mis d'accord il y a plusieurs mois sur un prix pour une livraison plus tard, qui est donc prévu là, au mois de mai, et en l'occurrence, c'est bien les seuls barils qui avaient un prix négatif hier. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien en description. Bref, par contre, il y a bien une baisse du prix général du pétrole partout dans le monde, et on peut se demander quelles conséquences ça va avoir pour nous. Déjà, si on observe une baisse dans les jours à venir à la station essence, eh bien elle ne sera
pas aussi importante que ça, puisque logiquement, il y a toujours les taxes de l'État par exemple qui rentrent en compte. En revanche, cette chute des prix pourrait faire mal aux pays exportateurs les plus pauvres. Le Venezuela est déjà en faillite, mais le Nigeria, l'Algérie ou encore l'Irak pourraient souffrir fortement. Affaire à suivre. Le deuxième gros sujet du jour, ce sont les annonces du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer concernant le retour à l'école à partir du 11 mai. Alors attention, élément très important, il n'y a rien de confirmé, c'est simplement des pistes en fait qu'a détaillé aujourd'hui le ministre à l'Assemblée nationale. La principale chose à retenir, c'est que le retour à l'école à partir du 11 mai... Voilà. Je coupe là parce que c'est pas la peine d'aller jusqu'au... Voilà, je voulais vous montrer ça parce que finalement, on a l'impression qu'avec très peu de moyens, hein, ce jeune homme, il est devant sa caméra et il a été chercher 2-3 trucs, il a fait un petit montage pour que ce soit efficace, et puis voilà, en 6 minutes 10, on a l'essentiel de l'information du jour. Il n'est pas journaliste, il n'a pas sa carte de presse, mais il est vraiment très, très crédible. Notamment, il fait des interviews d'hommes politiques sur la chaîne Public Sénat, donc ça veut dire que là aussi, les hommes politiques ont tout à fait compris qu'à travers ces youtubeurs, on pouvait atteindre une nouvelle génération. Vous avez vu, dans le début de ce qu'on a vu, sa façon de faire. Il est parti d'une question que je vous ai d'ailleurs posée en thèse d'actualité sur le prix du baril. Il a expliqué exactement quelles étaient les conséquences de pourquoi ce prix était très, très bas. Et ensuite, il a fait du décryptage. Il a fait de l'analyse critique. Il nous a expliqué que ce prix-là, c'était qu'une partie du pétrole aux États-Unis et que c'était du pétrole qui était livré à un certain moment. Et très clairement, notre article qui explique que le pétrole qui est livré au mois de juin ne sera pas à ce prix-là. Donc ça, il nous l'explique. Alors que tous les titres des journaux auraient pu nous faire croire que tout le pétrole dans le monde entier était à moins 37, et ce qui fait qu'on allait tous aller en courant avec notre voiture faire le plein d'essence parce qu'il était quasiment gratuit. Et là, il rajoute d'autres choses. Il nous dit, attention, en France, il y a des taxes gouvernementales sur le prix de l'essence et que même si le pétrole n'est pas cher, 85% du prix à la pompe, c'est des taxes, ce qui fait que globalement, ça ne va pas baisser énormément. Bon, c'est ça l'analyse critique, c'est de rajouter des éléments de plus-value pour bien faire comprendre comment on travaille un fait d'actualité. Puis ensuite, vous avez vu qu'il est allé plus loin en disant ça a aussi des conséquences économiques, géopolitiques sur des pays producteurs. Il a parlé du Venezuela qui est en faillite depuis quelques temps. Il a parlé d'autres pays qui sont en difficulté. Et pareil, quand il a enchaîné sur les réformes, pas sur les réformes, pardon, mais en tout cas sur la réscolarisation des jeunes en France, il a tout de suite dit attention, ce n'est pas une information, ce sont des pistes de réflexion, des hypothèses que le ministre a mis sur la table, mais ce n'est pas officiel. Et ça fait aussi partie d'une maturité qu'on doit avoir par rapport à l'information, de ne donner comme information que ce qui a été vérifié et ce qui est sûr et certain. Et quand il y a un doute, on emploie le conditionnel, on met des si et on explique bien que ce sont des hypothèses et on ne parle pas de tout ce qui est rumeurs et fausses informations. Voilà, ça c'est une autre manière de faire de l'info qui est très très intéressante. Alors justement, par rapport aux rumeurs, pour faire aussi attention, donc là vous irez voir d'autres choses, il y a pas mal de choses sur tout ce qui est fake news. Donc, je pense que vous connaissez fake news, rumeurs. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Alors là, ça peut vous servir dans votre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux et aussi sur un peu tout. On est toujours confronté à des informations dont on ne sait jamais trop si c'est vrai, si c'est faux. Ce site-là est le site historique de tout ce qui est vérification des informations et dans l'apport de démenti si jamais cette information est fausse ou est à nuancer. Ça s'appelle Hoaxbuster, HOAXBUSTER.com. Et donc là, par exemple, si vous avez une information qu'on vous a donnée, que vous voulez vérifier, il suffit de la taper dans la barre ici, et vous faites chercher. Et à ce moment-là, ils vous diront oui, c'est vrai, ou non, c'est faux. Et puis après, vous avez voilà, à la une pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a Covid-19, épidémie de fake news, armes biologiques chinoises ou zoonoses. Est-ce que le professeur Raoult a raison ou pas? Est-ce que c'est une simple grippe, pardon. Le fait, est-ce que le gouvernement a des plans secrets pour le déconfinement? Donc là, il vous explique que non, c'est faux. Donc vous voyez qu'il y a un petit baromètre ici sur le degré de fausseté par rapport à vrai-faux. Donc là, il y a du vrai, il y a du faux. Là, c'est complètement faux. Emmanuel Macron se rend au Fort Brégançon durant le confinement pour être tranquille devant sa piscine. Voilà, ils nous disent non, ça c'est complètement faux. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce genre de site
pour comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc là, je vais les effacer au fur et à mesure parce que sinon, on ne va plus s'en sortir. Vous avez celui-ci que j'avais déjà chargé, qui est vrai ou fake de France Info, très intéressant aussi. Donc, c'est une plateforme de fact-checking et de debunking. Alors, debunking, c'est un terme qui est vraiment pas beau, qu'on emploie de plus en plus sur, on va dire, ça remplacerait le décryptage d'une information qui est une rumeur, mais on essaie de comprendre pourquoi cette rumeur a été exposée aux médias. Donc, c'est ce qu'on appelle du debunking. C'est une mise en contexte et une explication d'une fausse information. Et donc, ça, c'est France Télé qui fait ça. Et donc là, vous avez aussi différents thèmes. Je passe doucement pour que vous puissiez voir. Donc, évidemment, en ce moment, c'est beaucoup sur le Covid-19. Voilà, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez aller voir. Et donc là, vous avez une explication, souvent avec une vidéo, comme vous le voyez ici. Donc, c'est un site qui est plutôt pas mal. Tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi de l'AFP. Alors, l'AFP, c'est une agence de presse française. Les agences de presse, on n'est pas parlé dans mon panorama tout à l'heure, c'est un peu particulier. L'agence de presse, ce sont des journalistes qui travaillent en France, qui travaillent à l'étranger, et dont les clients, je parle bien de clients, sont les médias. Donc, les médias s'abonnent à un fil AFP pour recevoir quantité d'informations, d'articles qui sont déjà faits, des photos, des reportages, et qui sont déjà faits par des journalistes et qu'on peut republier du moment qu'on les a achetés. Ce qu'on appelle le fil AFP. C'est pour ça que quelquefois, peut-être que vous avez l'impression, quand on lit 20 minutes, quand on lit Libération, par exemple, le même jour, on peut avoir 2 fois le même article. Si c'est écrit AFP, ça veut dire que les 2 médias sont abonnés à l'AFP et donc ont eu l'autorisation de republier le même article. Quelquefois, ils y mettent un peu de plus-value. Et l'AFP a développé, il y a un très bon compte Twitter et il y a un site, donc vous voyez sur mon partage, qui s'appelle le fact-checking par l'AFP, dont le travail, c'est justement d'aller vérifier toutes ces informations pour les vérifier. Donc voilà, pareil, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a vraiment eu une émeute provoquée par la chute du prix du pétrole aux États-Unis? Là, ils nous disent que c'est faux. Et puis, ils nous expliquent pourquoi la vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux ne montre pas une émeute provoquée, mais certainement autre chose. Voilà, il y a pas mal de choses, vous verrez, 21 avril. Un Africain passé à tabac en Chine pendant la pandémie de coronavirus. Ils nous disent non, c'est faux, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la vidéo date de 2015 et on voit bien. Bon, voilà, je vous passe les détails, mais ça, c'est super intéressant. Google a développé d'ailleurs des outils gratuits à destination des journalistes, mais aussi du grand public. Je pourrais vous donner des liens si vous souhaitez. Ce sont des outils où on peut aller vérifier la date exacte d'une vidéo, la date exacte d'une photographie. On peut aller vérifier si dans une vidéo, il n'y a pas eu des insertions d'images pour justement tromper la personne qui regarde. Il y a aussi des outils qui nous montrent s'il n'y a pas eu du photoshopage de vidéos pour voir si on n'a pas travesti la réalité pour nous donner une fausse information. Voilà, c'est ce qu'on appelle des outils de fact-checking, en bon français encore une fois, pour vérifier l'information et que les journalistes ne se fassent pas avoir par la manipulation ou par de la communication de propagande. Voilà. Donc là, ce site-là est vraiment intéressant. Bon, Hoaxboxter, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Le Monde a aussi des codex. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous rentrez le site, le nom du site dans lequel vous avez trouvé l'information pour voir si ce site-là est de confiance ou si c'est un site parodique. Par exemple, là, typiquement, Logographie, je ne sais pas si vous connaissez Logographie, qui est très drôle. C'est un site satirique, Figaro, Goraphie, et ils font de l'information fausse pour rigoler, mais un petit peu comme Canteloup, Laurent Gérard, les Guignols de l'info ou d'autres. On se moque de l'information, mais derrière, il y a toujours une part de vérité quand même. Par contre, quelquefois, dans le Goraphie, quand on titre des choses incroyables, certains se font prendre parce qu'ils pensent que c'est le Figaro, parce qu'ils lisent trop vite, et ils vont véhiculer une information. Donc, avec des codex, ça permet d'aller voir si ce site-là est de confiance. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous connaissez le Goraphie, du coup. Le Goraphie. C'est drôle, hein, le Goraphie. Ça a beaucoup de succès. Voilà, je vous le montre.
Le yoga, deuxième cause de mortalité des Français depuis le début du confinement. Évidemment, c'est faux, mais ça fait sourire. Donc, ils ont repris les codes un peu bleus. Tout à l'heure, vous allez avoir un atelier, pour ceux qui vont rester, je vous invite vraiment à rester, ça va être intéressant, de sémiologie et des codes couleurs. Typiquement, ça, c'est le code couleur bleu du Figaro. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Malgré les avertissements, il court à la piscine, 86 morts. Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Bon, parce qu'il y a toute une polémique entre Toulouse et le reste de la France sur chocolatine ou pain au chocolat. Voilà, donc ils surfent sur des informations qui sont plus ou moins dans l'air du temps et un peu à la manière du canard enchaîné, on va se moquer de l'information. Voilà. Le graphisme, c'est plutôt sympa. Autre site que j'aime beaucoup pour comprendre l'actualité, c'est ce qu'on appelle les décodeurs. C'est Le Monde qui fait ça. Et là, on est à la frontière de deux choses que je voulais vous présenter dans l'atelier. C'est à la fois le fact-checking, de vérifier, de décrypter l'information, d'où le mot décodeur, et une manière de faire de l'information qui est du data journalisme, c'est-à-dire de faire du journalisme de données avec des infographies. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des analyses avec du texte, avec de l'image, mais plutôt avec des diagrammes, des graphiques, des camemberts, pour visualiser l'information. Et c'est une manière de faire qui est extrêmement intéressante. Et donc voilà, les décodeurs, moi je vous le conseille, hein, c'est Le Monde qui fait ça. Et vous avez énormément de choses. Voilà, vous voyez que là, par exemple, Brigitte Macron demande au professeur Raoul de soigner sa fille, faux. Note d'information envoyée au SAMU en fin janvier, ça a été détourné. Donc voilà, on vérifie l'information et après, on peut aller voir pas mal de choses. Donc, utiliser les décodeurs, très, très, très bien. Ça, non. Goût décrypte, on l'a vu. Code source, on l'a vu. Voilà, donc là, on arrive sur du data. Alors, décodeur, voilà. Je regardais juste s'il y avait un... Non, je regardais s'il y avait un truc. Ça, on l'a fait. Je nettoie un petit peu tout ce que je vous avais... Voilà. Alors, par exemple, ça, DataGull, c'est un site sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui a beaucoup, beaucoup de succès aussi et qui fait de l'information à travers de la data visualisation. Donc, typiquement, là, ils avaient fait une petite vidéo sur le coronavirus. Je vous montre juste un tout petit extrait. C'est France Télé qui fait ça. Face à la propagation du coronavirus, soyons simples, basiques. Bonjour. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone, confinement oblige. Vous trouvez qu'on cède à la psychose? Ok. Le coronavirus a une considérable avance sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir.
Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos... Voilà. Donc là, vous avez vu que ça, c'est un autre exemple d'information avec beaucoup de chiffres, des graphiques et une façon de présenter l'information, de parler très dynamique à la manière des médias sociaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est comme ça qu'on va retenir. Vous avez aussi Brut qui est très bien là-dessus. Voilà, donc il y a plein de sujets là-dessus. Donc ça s'appelle DataGueule qui est plutôt très sympa. Bon, ça je verrai après éventuellement. Toujours dans le data, je vous ai préparé pas mal de choses ici. Alors vous avez celui-ci qui est assez atypique. C'est l'époque de l'effet papillon sur Canal+. Et c'est ce qu'on appelle le chiffroscope. Ils avaient fait toute une série d'émissions chaque semaine, ça dure à peu près 2 minutes, très drôle, très humour noir, vous allez voir, mais toujours à la base d'informations. Donc là, c'était une émission sur y a-t-il de plus en plus d'attaques terroristes dans le monde. Ça dure 2 minutes 17, je me permets de vous les mettre. Voilà. Donc, au-delà des dessins qui sont drôles, qui sont un petit peu cyniques, vous avez ensuite toutes les sources de tous les chiffres, de toute l'information qui est donnée dans ce petit dessin animé-là, qui sont des vraies données, des vrais chiffres. Et pour faire passer l'information, on va la dessiner différemment. Voilà. Ça, c'est une autre façon aussi de faire de l'information. Alors, autre façon, donc, je vous ai mis là plein de liens sur des exemples de data journalisme et de data visualisation. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Vous avez aussi ce qu'on appelle le BD reportage, où là, pour sortir un petit peu des classiques de l'information type reportage, article, on va aller trouver des dessinateurs qui vont venir illustrer un reportage, une enquête, une investigation. Donc, le plus connu, c'est la revue dessinée, qui est super intéressante, qui est un trimestriel, qui doit coûter une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc, voilà, on en est au 27e numéro. Donc, voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est le numéro du printemps 2020. Et donc, vous allez avoir, bon, ça c'est le sommaire. Et ensuite, en fonction du sujet, le journaliste qui fait son enquête va s'associer avec un dessinateur. Et évidemment, le style du dessinateur va être différent d'une enquête à l'autre. Donc là, vous voyez comment ça peut se passer. Voilà, je vous passe quelques exemples d'enquête. C'est juste la partie gratuite je ne sais pas si en cliquant ici, si on peut avoir un zoom. J'aimerais bien vous montrer 2-3 trucs. Voilà. Ça, c'est sur un retour sur le mois où Amazon a tiré profit de la pandémie. C'est le reportage du mois. Et donc, plutôt que de faire un article sur comment Amazon fonctionne et comment ils ont réussi ou pas réussi à mettre en place les zones de sécurité et comment ils ont peut-être pu utiliser des salariés pour pouvoir continuer à nous livrer tout ce qu'on a commandé, on peut faire un reportage, c'est compliqué, on peut passer par le dessin, et là, voilà, typiquement, l'enquête sur Amazon, le dessinateur a fait plusieurs petites bulles comme ça, et le journaliste, c'est lui qui a fait les textes et qui a fait tout le scénario pour mener l'enquête et qui est publié. Alors, voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est souvent des bandes dessinées qui peuvent faire 15, 20, 30 pages, c'est très très long. Donc c'est un trimestriel qui est assez épais, qui est vraiment super intéressant. Vous avez d'autres trimestriels, et ça fait partie maintenant du même groupe de presse, notamment la revue 21. La revue 21, c'est le tout premier à avoir inventé ce qu'on appelle les MOOC ici. Et donc là, dans la revue 21, c'est un trimestriel aussi, qui est très épais, qui coûte pareil, je crois, 16 ou 18 euros. Et donc là, pareil, à l'intérieur, on a du récit long, on a du photojournalisme, on a de la BD. Donc là, voilà, ils vont mettre un petit peu tout ce qui est possible de faire
dans cette revue. Donc, il n'y a pas que de la BD, hein. Il y a beaucoup de récits très, très longs. Vous irez voir. C'est plutôt très, très intéressant. Et 21 a une autre revue qui s'appelle 6 mois, un semestriel. Et là, c'est une revue qui est plutôt sur du photo-reportage, du photojournalisme, et qui vous permet, à travers des photographies, légender, commenter, de rentrer dans l'information différemment qu'avec un texte. Voilà, ça, c'est deux choses intéressantes. Une des dernières choses, une autre façon de faire de l'information, c'est ce qu'on appelle du web documentaire. Et là, je vous conseille d'aller voir Prison Valley, qui est un web documentaire qui est un petit peu vieux, qui a 10 ans maintenant, mais c'est tout premier à avoir été fait. Le web documentaire, donc c'est un documentaire sur un endroit aux États-Unis où il y a, je crois, 5 ou 7 pénitenciers fédéraux. Et donc, on rentre à l'intérieur. Ils ont fait un documentaire classique qui est passé à la télé, qui dure 52 minutes. Et ils ont fait un web documentaire où vous pouvez rentrer, en tous les sens du terme, par n'importe quelle partie du documentaire et rentrer dans le détail d'une vie de quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes non pas le héros, mais vous êtes quasiment l'acteur même du reportage, comme si vous étiez finalement par vos choix successifs dans le web documentaire. Vous allez pouvoir passer du temps, accélérer, vous intéresser à des détails, aller sur des synthèses en fonction de ce qui vous est proposé. Il y a des films, il y a des infographies, il y a des fiches synthèses. Et donc voilà, donc vous rentrez à l'intérieur. Donc il faut cliquer ici, Prison Valley. On s'inscrit, c'est gratuit. Et après, c'est comme un voyage d'investigation à travers un documentaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle les webdocs. Ça se fait moins maintenant. C'est passé un petit peu parce que ça coûte très très cher à produire. Mais c'est une autre forme d'information qui est super intéressante. Voilà, ça je vous ai montré. Ça je vous l'ai montré aussi. Et donc voilà, tous les datas, voilà. Donc ça c'est tout bon. Je vous montrerai tout ça. Ok. Je vais juste regarder si j'avais pas. Non, a priori, ça a l'air d'être OK. Je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais couper mon partage, puis je vois l'heure qui passe. On est à peu près raccord. Voilà, donc vraiment l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un grand panorama de comment est-ce qu'on fait l'actualité et de comment on travaille l'actualité, de manière à ce que vous puissiez vraiment réfléchir sur l'importance évidemment de l'actu, mais de ne pas rester à la surface des choses. Sur tout ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, sur lesquelles vous n'auriez pas forcément, vous n'aviez pas connaissance et qui vous ont peut-être donné envie d'aller voir? Oui, moi, il y a forcément des choses qui m'ont donné envie. Je sais que l'information, je ne pensais pas forcément à YouTube pour m'instruire, pour aller effectivement voir des éléments, et j'ai bien aimé. Donc ça, c'est des choses que je regarderai un peu plus parce que c'est des moyens qu'on a assez facilement d'accès sur notre téléphone tous les jours. Par exemple, quand on va au boulot ou autre, on peut y avoir très facilement accès et c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est intéressant, en complément, effectivement, qu'on peut avoir des journaux ou autres. Et puis, tous les sites, en tout cas les revues, la presse qu'on peut avoir, comme les décodeurs, revues dessinées, c'est des choses qui sont assez intéressantes et à regarder, oui. D'accord, ok, merci Estelle. Les autres, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de découvrir des nouvelles façons de suivre l'actualité? Oui, moi oui. Et aussi, je me posais des questions donc, par rapport à la sphère informationnelle. Oui. Comment est-ce que c'est possible de s'en défaire en fait? Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous trompez l'ennemi, comme on dit, en vous forçant à liker des choses que vous n'aimez pas. Sauf qu'à la longue, ça ne marche pas tellement parce qu'on peut le faire une ou deux fois comme ça, mais c'est compliqué. Et puis voilà, vous savez, vous avez peut-être déjà fait des tests de personnalité. On ne vous pose jamais 10 questions. On va vous poser 100 questions parce qu'on sait toujours qu'à un moment donné, on va réfléchir avant de répondre en disant « Ah tiens, si je réponds ça, il va croire que… » Et finalement, c'est la quantité de questions où on noie un petit peu notre réserve et c'est sur la tendance. Donc, ça marche comme ça. Donc, c'est compliqué de tromper l'algorithme. Donc après, il y a des façons, puisque c'est normal, vous pouvez vider votre historique, vous pouvez demander à Facebook, à Google et aux autres d'effacer
la trace de vos choix personnels de manière à repartir de manière vierge. Et ça, c'est tout à fait non seulement légal, mais c'est dans les petits paramètres écrits tout petit dans les réseaux sociaux, mais vous pouvez le faire. Moi, je me suis amusé une fois, parce que j'avais eu justement une initiation à ça, d'aller voir sur mon compte Facebook perso, dans les préférences, il y a alors je ne sais plus exactement où c'est, il y a un endroit où on peut télécharger tout son historique. Et moi, je pensais que c'était mon historique de recherche, mais pas du tout. C'est vraiment tout l'historique de tout ce qu'on a pu publier, liker, commenter, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une trace de tout. Et c'est assez impressionnant. Donc, il y a une possibilité de complètement effacer tout ça. D'accord. Voilà. Et après, l'autre stratégie, c'est de multiplier vos sources d'informations. Donc Facebook, génial pour faire certaines choses, Twitter pour d'autres choses, Insta peut-être pour d'autres choses, de manière à garder une diversité d'accès pour ne pas vous laisser enfermer par une seule manière d'accéder à l'information. C'est la meilleure stratégie que je peux vous donner. D'accord. Les autres, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou que vous avez découvert? Ceux qui n'ont pas trop pris la parole, peut-être? Non? Vous n'osez pas? Bon. Hop, allez, je vais vous refaire faire un petit sondage parce que l'heure arrive. Ok, sur YouTube, Fanchon, d'accord. Ok. En tout cas, voilà, Shannon, ok. De toute façon, je vais donner le document que je vous ai préparé à Sabrina qui va vous l'envoyer par mail. Voilà, après, vous pourrez cliquer et aller voir un petit peu tout ce que vous avez envie de faire. Pendant que je vous explique ça, je vous mets un dernier petit sondage très simple, savoir si vous avez apprécié l'atelier. Donc, si vous souhaitez cliquer sur le petit lien, comme ça me donnera moi une idée du ressenti que vous avez eu. Et puis comme ça, vous pourrez après effectivement aller voir un petit peu ce qui se passe sur la sphère de l'information qui est passionnante. Et effectivement, quand on commence à voir le virus de l'info, pratiquement on ne s'arrête pas et ça devient un vrai plaisir. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Donc, ceux qui s'intéressent au journalisme et qui veulent devenir journalistes, c'est souvent par là, parce que vous êtes curieux, parce que voilà, vous aimez le matin aller voir sur vos notifications ce qui s'est passé, vous allez écouter la radio le matin, éventuellement, ou dans la voiture, ou je ne sais où. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Ça va, c'est gentil. J'aurais pu répondre non, mais en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. Merci beaucoup. Et voilà, ça devient pratiquement une habitude. Et puis, c'est aussi un moyen, pour ceux qui s'intéressent au journalisme, de vérifier si, entre guillemets, vous êtes fait pour ça. Si vous n'aimez pas l'actu, si vous avez de la difficulté à aller chercher de l'information, si ça vous saoule rapidement parce que voilà, il y a trop de choses et puis tous les jours c'est exigeant, bon, ça vous donne aussi une indication que peut-être que le métier de journaliste c'est pas complètement pour vous et que peut-être la communication peut être quelque chose d'hyper intéressant parce que, et Fred Aubrin qui va bientôt arriver dans l'atelier vous expliquera que c'est une manière aussi de fabriquer un message. Et c'est complètement différent. Et effectivement, voilà, il y a plein de moyens très sérieux de vérifier les sites d'infos, Marie, c'est bien. Alors après, voilà, il y aura toujours des personnes qui seront méfiants en disant oui, mais très bien, quand on va sur le site Le Monde, est-ce que c'est pas une façon pour Le Monde de nous pister, de nous suivre? Bon, c'est toujours une possibilité aussi, mais voilà, il faut garder l'esprit critique. Et je rappelle ce que j'ai dit en introduction, garder l'esprit critique sans tomber dans la théorie du complot, de se méfier de tout. Donc il faut à la fois ne pas sauter sur la première information croustillante qu'on nous donne, et puis à la fois de ne pas non plus douter de tout en disant parce que c'est les médias qui nous le disent, c'est forcément faux, ou forcément on nous manipule, ou forcément on veut nous passer un message, parce que là, voilà, ça serait dommage d'avoir cette méfiance. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce décryptage de l'information.